Bienvenue à tous. Mai 2019, il y a juste un an de cela, un bien triste mois de mai pour tout un peuple, le peuple béninois. Kadion, en plein cœur de Cotonou, a vu des Béninois tués par balle suite à des manifestations de protestation contre les législatives exclusives, n'ayant connu la participation de la moindre formation de l'opposition. Un début d'événement malheureux lié au scrutin, événements qui embraseront par la suite le centre du pays, notamment la ville de Tiaourou et de Savet, pour ne pas les nommer. Pendant longtemps, dit-on, la mémoire collective se souviendra sans doute, c'est pas à la manière de la conférence de 90, mais sans conteste au registre d'événements ayant failli, faire basculer le havre de paix que constituait le Bénin. Interviendra par la suite une loi d'amnistie, comme pour remettre tout à plat, repartir sur de nouvelles bases, celles du vivre ensemble. Drame de Kadion au Bénin et ses pertes en vies humaines, de nouveaux martyrs pour la République ou de simples victimes. L'instant analyse, mesdames, messieurs, c'est tout de suite, c'est maintenant, sur ce plateau, en notre compagnie, pour nous accompagner, Miguel Hueto, juriste et spécialiste des droits humains, présidente de l'ONG Human Rights Priority, une organisation de promotion et de défense des droits humains. Miguel Hueto, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. En face de vous, pour cet instant analyse, Nathalie Kitty n'est plus à présenter, politiste, il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Nathalie Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame Hueto. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Une fois encore, merci à vous de répondre à cette invitation. Un scrutin achevé dans la douleur, des pleurs, des larmes, des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Depuis mai 2019, le Bénin, désormais sur la liste des pays africains tristement célèbres dans ce sens. Un accident du parcours, que s'est-il passé ? On n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce que le temps passe si vite. Devoir de mémoire oblige un petit arrêt pour mieux se projeter dans l'avenir. Alors, je vais me retourner d'abord vers la présidente de l'ONG HRP, Madame Miguel Hueto. On est en mai 2020, et pour vous, pensez-vous qu'il est utile de se rappeler 2019 ? Bien sûr. Pour nous, ça fait un an, vous l'avez rappelé dans votre introduction, et comme tous nos compatriotes, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de ces événements douloureux, parce que de mémoire, depuis 90, c'était la première fois que notre pays ait franchi le Rubicon et que des citoyens, nos compatriotes, aient rendu l'âme dans ces conditions-là. Et donc, à notre avis, c'est un moment qu'il faut graver dans la mémoire de la conscience collective. Pourquoi ? Parce que vous savez tout le processus qui a conduit à cela. Nous avons, à la limite, j'ai envie de dire que nous avons, à un moment donné, nous nous sommes arrêtés sur un carrefour, le carrefour du système partisan, et nous avons choisi de prendre pas une autre route, celle que nous ne connaissions pas. Et donc, c'est d'emprunter ce chemin qui a tout fait, bien entendu, en n'ayant pas eu l'assentiment des uns et des autres, pour qu'il y ait un consensus. C'est ça qui nous a conduit à ce que nous déplorons. Et donc, pour nous, l'avènement du nouvel système partisan qui est dans notre pays ne s'est pas fait sans que du sang de nos compatriotes ne coule. Et donc, pour nous, il faut forcément ériger cela dans un devoir de mémoire. Ériger dans un devoir de mémoire, oui, un peuple qui oublie un pan de son histoire, un peuple comme perdu, dit-on. Mais pour le politiste, lorsque l'on a à un moment donné décidé de regarder de l'avant, penser les plaies, est-ce qu'il y a de ces devoirs de mémoire qu'il ne faut pas simplement oublier ? Bien sûr, je pense que nous devons d'abord présenter nos condoléances aux familles qui ont été endeuillées par ces événements et nous incliner devant la mémoire de ces personnes qui ont laissé leur vie dans la défense des principes et des valeurs de la démocratie, dans la défense
de la Constitution du 11 décembre 1990 qui avait été adoptée de manière consensuelle et que l'organisation des élections législatives non inclusives remettait en cause. Ces événements rentrent dans l'histoire politique de notre pays, étant donné que on ne pourra pas faire cette histoire sans se rappeler de ces 2 jours à Cotonou et de ce jour d'élection sur toute l'étendue du territoire national émaillé de violence. Devoir de mémoire, oui. La question, qui doit honorer leur mémoire? C'est le peuple qui doit honorer leur mémoire parce que ils sont tombés en défendant une cause juste, ou bien ils sont tombés parce que ils se sont retrouvés à cet endroit où cette cause juste était défendue dans l'exercice de leur métier. Je pense que nous ne devons pas du tout oublier ça et nous devons travailler pour que ces gens dates ne se répètent plus dans notre pays. Et pour que ces gens dates ne se répètent plus, il faut le rappeler chaque fois aux citoyens béninois ce qui s'est passé, leur gravité, et travailler pour que les auteurs soient punis. Travailler pour que les auteurs soient punis. Votre vis-à-vis tout à l'heure a semblé lier les faits à ce système partisan qui a été appelé de tout vœu. Et vous avez ressorti l'expression consensus. Et elle d'ajouter après un carrefour mal négocié. Alors, quand on regarde dans le rétroviseur et on fait cet état des lieux et qu'il est question de se projeter dans l'avenir, avez-vous l'impression qu'un an après, le Bénin a su saisir le bon bout pour évoluer dans la ligne directive qu'il faut? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas parce que la crise perdure. Quelle est la cause de cette crise? Ce sont les élections mal organisées. Ce sont les élections qui ont exclu l'opposition, alors que nous sommes dans un système démocratique qui protège les droits de l'opposition. Que s'est-il passé après ces événements? C'est que les députés qui ont été mal élus, avec un taux de participation que tout le monde connaît, ont été installés. Et ces députés ont eu l'outrecuidance de modifier même la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Le chef de l'État a fait organiser une assise nationale à laquelle l'opposition n'a pas participé. Et les résolutions qui ont été prises à cette assise ont été traduites en projet de loi adopté par cette Assemblée nationale dans laquelle l'opposition n'est pas représentée. Vous avez aujourd'hui une charte des partis politiques qui a été adoptée, un code électoral, statut de l'opposition, dont l'application a encore exclu de nouveaux partis politiques de la participation aux élections municipales et communales du 17 mai 2020. Donc lorsque vous regardez tout ce tableau, vous vous rendez compte que nous allons d'aggravation en aggravation de situation. C'est votre regard, mais j'aimerais me retourner vers vous, Madame Iguel-Cuito. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on n'a pas suffisamment appris des événements de mai 2019? Alors, je crois que non. Je crois que non. Et le risque est toujours présent. Ah bon? Oui, à mon sens, le risque est toujours présent parce que, vous savez, quand vous voulez tourner une page, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir se dire les vérités.
quoi que ça fasse mal, il faut savoir encaisser et il faut savoir se pardonner mutuellement. Et je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. J'ai comme l'impression qu'il y a la force. Je vais l'enrober comme ça, je ne vais pas détailler. J'ai comme l'impression qu'il y a la force qui fait qu'à un moment ou à un autre, les uns et les autres qui ne sont pas d'accord sur certaines questions sont obligés de se replier ou de se taire. Et la locomotive, elle avance cependant. Vous voyez, et quand vous vous sentez à des moments donnés mise en rade ou mise de côté, pas parce que vous le voulez, mais parce qu'on vous l'impose. Et que vous avez l'impression que vos droits sont violés. Vous avez l'impression qu'on vous écarte pour vous faire du mal. Vous avez ce ressenti quand il reste gravé en vous. Cela ne vous permet pas de regarder votre vis-à-vis d'un bon œil. Et nous savons tous que quand l'atmosphère va être ainsi, va continuer à être ainsi, nous filons du très mauvais coton. Pourquoi? Encore une fois, vous savez que beaucoup de personnes ont appelé au lendemain de ces événements à ce que le peuple béninois puisse se retrouver à nouveau. Certains ont appelé à une nouvelle conférence, à une conférence nationale bis, quelle que soit la forme qu'elle prendrait, mais qu'elle permette quand même aux uns et aux autres de se retrouver, de pouvoir se dire les vérités. Et M. Kitty l'a rappelé tout à l'heure, nous avons assisté à une assise. Je n'ai pas envie de qualifier cette assise. Toujours est-il que nous avons eu mortum. Il est du devoir d'une nation et principalement de son premier chef de pouvoir protéger les droits. La vie, pour moi, c'est le tout premier droit, c'est l'essence même de tous les autres droits. Et quand vous en arrivez à perdre la vie et qu'une loi, une simple loi, tel un chiffon peut effacer de la craie au tableau, viennent remettre le compteur à zéro. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. La loi d'amnistie, elle est là. On a avancé malgré tout. Mais pour moi, les épines sont encore là, présentes. Et j'ai envie de dire plus que jamais menaçantes, si on n'y prend pas garde. Des vies ont été ensevelies. Et pour moi, on ne peut pas avancer en se disant que table rase est faite et que tout redeviendra comme avant. Vous pensez qu'il est plus qu'impérieux aujourd'hui, pratiquement un an de la fin du mandat de l'actuel locataire du palais de la Marina, de se retrouver autour d'une table et discuter? Monsieur Etonji, comme vous le savez, en 90, les constituants, tous ceux qui ont participé à la conférence nationale, se sont assis parce qu'à un moment donné, ils ont senti le besoin d'en finir avec, j'avais envie de dire, le monolithisme, le PRPB, une seule vision. Et ce sentiment des populations, dans cette période où nous avons eu les élections législatives dernières en 2019, ce sentiment de se voir imposer, de se voir écarter, de ne pas avoir droit au chapitre, je pense que c'est tout ça qui nous a conduit à cette situation. Et comme vous le savez, il n'y a pas eu que ça. On nous a coupé la connexion Internet, par exemple, le 1er avril. On ne peut pas parler de cette situation en occultant un certain nombre de paramètres. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui a créé ce sentiment de frustration. Et les gens qui sont sortis les 1er et 2 mai, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Savè, que ce soit dans le centre ou dans le nord du Bénin, et qui même ont boycotté cette élection législative, qu'ils vous souviennent que la Sénat, de façon officielle, avait annoncé que sur les 500 plus de 500 et quelques arrondissements dont dispose le pays, il y a eu 39 arrondissements dans lesquels on n'a pas pu voter, par exemple. C'est le signe qu'il y a un malaise. Et donc, on ne peut pas avancer si on ne pense pas les plaies. L'occasion est encore donnée à nos politiques, parce que pour moi, c'est d'eux qu'il s'agit, à nos politiciens de ramener la balle à terre et de ne pas foncer comme ils l'ont fait récemment. Parce qu'en faisant ce qui a été fait la dernière fois, ils ont remis en cause ce pacte politique que la nation béninoise s'est donné en 90. Nous avons été au multipartisme intégral parce que nous avons pensé
aucune personne, aucun citoyen de notre pays ne doit être exclu du processus électoral. Et la pluralité d'expression, c'est d'ailleurs ça qui montre la vitalité de notre démocratie. Vous avez vu depuis 90 à ce jour, oui, nous avons eu moult partis politiques. On nous a dit qu'il y a une pléthore de partis politiques. Mais pour autant, est-ce que cela a jamais empêché l'alternance au pouvoir dans notre pays? Je ne pense pas. C'est vrai qu'à l'orée de certaines élections, on a eu quelques heures, mais ça s'est toujours soldé par une alternance apaisée. Mais ça a été pour la première fois depuis ces années-là que le Rubicon a été franchi. C'est tellement sérieux qu'une vie, une goutte de sang qui coule, on ne peut pas l'effacer avec une loi. Ce n'est pas possible. La Constitution, même révisée, elle nous a concédé ces droits-là qui nous sont acquis. On ne peut pas les balayer comme on le fait actuellement. Pas pour dire que nous sommes opposants à un régime ou à un autre, mais c'est du bon sens qu'il s'agit, c'est de nos droits qu'il s'agit. Et l'État béninois, en premier son chef, le président de la République, il est le tout premier garant de nos droits. Et qu'il, parfois, vous savez, on a l'impression que nous, militants des droits humains, on a la langue un peu dure. C'est pas le cas parce que l'État est parti à des conventions et aucune nation n'est forcée à prendre part ou à devenir, à contracter pour telle ou telle question. Les États y vont librement. Et donc, quand on prend la responsabilité, en mesurant tous les moyens dont nous disposons, d'aller vers la promotion et la défense de nos droits, nous, citoyens, on a l'obligation de rappeler à nos gouvernants qu'ils ont pris des engagements et qu'au nom de ces engagements, il est de leur devoir de pouvoir s'assurer qu'aucune force de sécurité, parce que ces gens-là qui sont en uniforme, ils sont payés par nos contributions à nous. Nous payons des taxes, nous payons des impôts. Ces gens sont nourris, leurs familles, leurs épouses, leurs maîtresses sont nourries de la sueur de chacun et de chacune d'entre nous. Et donc, c'est inconcevable que ces personnes puissent, à tort ou à raison, tirer sur des manifestants, encore que c'est des gens qui sont formés, qui savent comment est-ce que, quand vous avez une foule surexcitée, quand vous avez, en fonction des différents contextes, comment est-ce qu'ils peuvent maîtriser une foule sans attenter à une vie. Mais malheureusement, on en a vu. Et aujourd'hui, quand on pose encore le problème sous l'angle de nécessité de se voir pour discuter, on est aussi parfois tenté de se dire, mais se voir et discuter avec qui, en dehors des politiques que vous avez évoquées, on a l'impression que quand même, sur l'essentiel, ça se passe relativement bien. Oui. Mais par rapport, pour être encore plus précise, le cadre que vous évoquez, nous parlons des événements des 1er et 2 mai, de nos compatriotes qui ont rendu l'âme. Le premier pas, à mon sens, c'est déjà de reconnaître que des compatriotes ont perdu la vie sur le champ de bataille. Et il me semble qu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore totalement reconnu la chose. Parce qu'ils vous souviennent que dans un entretien télévisé, pour la première fois, depuis que nous avons commencé par parler de ce sujet, le chef de l'État a reconnu que oui, certains sont morts, mais il n'a pas mis ça sous le coup de voyez, tel qu'il l'a présenté, tout portait à croire que les gens qui sont décédés n'ont eu que la monnaie de leur pièce, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, pour nous, le premier pas, déjà, c'est de reconnaître devant la nation et de présenter de façon sincère les condoléances aux familles de ces personnes, de leur permettre de faire leur deuil. Vous l'avez rappelé à l'entame, la plupart de ces familles n'ont pas encore réussi à faire leur deuil parce qu'à un moment ou à un autre, ont été butés, se sont butés à des contraintes administratives qui ne leur ont pas permis de récupérer les corps de leurs parents pour pouvoir les ensevelir selon les rites de leur famille, etc. Et donc, c'est donc déjà de reconnaître les faits que la nation béninoise, je veux dire l'État béninois, pas un ministre ou pas un individu de la République, mais au nom de la nation, pouvoir reconnaître cela, présenter des excuses officielles et permettre aux familles de faire leur deuil. Ça va être un processus pour pouvoir aider les gens à pas oublier, parce que c'est quelque chose qui nous fait mal,
qui va toujours nous faire mal. Vous voyez, quand vous empruntez un taxi, vous voyez la manière dont, si vous n'y prenez pas garde, quand le chauffeur roule à vive allure et qu'il veut négocier un virage, c'est comme ça que cela s'est passé. Et donc, nous sommes encore sous le choc. Nous avons envie de passer à autre chose, mais avant, il faut certains préalables. Oui, Nathalie Kitty, sur la question justement, il faut passer à autre chose. C'était le pourquoi d'abord de ce dialogue politique, même si il y en a un qui trouve beaucoup érudit, vous êtes d'ailleurs de ceux-là. Et ensuite, cette loi d'amnistie, lorsqu'on a fait ces efforts, qui ne sont certainement pas très suffisants, il faut y ajouter d'autres éléments, il faut aujourd'hui, de façon officielle, faire des actes de reconnaissance, comme le dit votre vis-à-vis, et quel pourrait en être l'intérêt? Non, mais le gouvernement n'est plus dans cette logique, étant donné que... Non, est-ce que la logique s'impose? C'est la question. Oui, la logique s'imposait. Mais aujourd'hui, le gouvernement a évolué, étant donné que il a fait adopter une loi d'amnistie. Donc, il n'est plus dans cette logique. En principe, les lois d'amnistie arrivent lorsque la cité est profondément troublée. Donc, les partis en jeu décident alors d'évoluer et de manière consensuelle de faire adopter cette loi-là pour effacer l'action publique et non l'action civile. Et très souvent, ce sont les auteurs de ce trouble qui ne sont plus poursuivis, mais les victimes sont dédommagées. Et puis, des actions sont faites pour se rappeler de leur mémoire. C'est ce qui se fait. Mais dans le cas du Bénin, ce n'est pas cela qui s'est passé. Étant donné que, vous savez, cette rencontre qui a été organisée par le gouvernement n'a pas pu obtenir l'adhésion des partis de l'opposition les plus représentatifs. Donc, ce qui est une insuffisance notable. Et par ailleurs, la loi d'amnistie qui a été adoptée s'est contentée simplement de l'action publique, mais rien n'est fait en ce qui concerne l'action civile. Aujourd'hui, il y a un nouvel élément dans ce qui s'est passé les 1er 2 mai à Cotonou. C'est que la Cour pénale internationale a été saisie. C'est l'élément nouveau. Cet élément-là n'est pas souvent abordé quand on opine sur la question. Est-ce que ça compte justement? Quand on sait qu'il y a eu cette loi d'amnistie, ça compte beaucoup. Parce en dépit de cette loi d'amnistie. Lorsque vous lisez, oui, en dépit. D'abord, avant d'aborder cette préoccupation de la Cour pénale internationale, je voudrais vous dire que les conditions dans lesquelles la loi d'amnistie est intervenue ne sont pas bonnes. Parce que vous avez l'Assemblée qui a voté cette loi d'amnistie, une assemblée monocolore, dans laquelle l'opposition n'est pas représentée, alors que lorsque vous prenez la Constitution, vous vous rendez compte que le Bénin est un régime démocratique. Donc il y a cette contradiction qui existe. Il n'est pas exclu que lorsque la situation va se normaliser, les élections soient reprises et que les nouveaux députés qui seront élus remettent en cause cette loi d'amnistie. Étant donné que, d'abord, sur les événements des 1er et 2, il n'y a pas eu d'enquête menée de manière indépendante par le gouvernement et dont les résultats sont portés à la connaissance du public. Alors que ceux qui ont tiré sur la foule, ils appartiennent à une unité, à un groupement, à un corps, et ils sont identifiés, connus. Donc, cet élément peut encore revenir à l'avenir.
Maintenant, l'autre aspect, c'est la Cour pénale internationale qui a été saisie. Maintenant, lorsque la Cour est saisie dans ces circonstances, quand vous lisez le statut de Rome, vous vous rendez compte, je pense, les articles 15 et 17, vous vous rendez compte que le procureur doit avoir suffisamment d'éléments pour décider de poursuivre pour cette infraction qui est commise et qui rentre dans le cadre des compétences de la Cour. Et c'est après ça qu'il y a une chambre préliminaire qu'il va saisir et qui va l'autoriser à achever ses enquêtes. Il n'est pas exclu que dans les mois à venir, on apprenne que des mandats d'arrêt sont décernés contre des autorités béninoises. Ce n'est pas exclu. Donc, il y a toujours espoir. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, étant donné que nous sommes en Afrique et que les comportements des États africains vis-à-vis des juridictions internationales ne sont pas des comportements qui rentrent dans le cadre de la protection des droits humains. Vous vous rappelez que la Cour pénale internationale avait décerné des mandats d'arrêt contre le président soudanais et que l'Union africaine s'était réunie pour décider de ne pas exécuter ce mandat d'arrêt. Mais le pouvoir n'étant pas éternel, le mandat est bien limité ici. Même dans le cas du président soudanais, il a été renversé par la suite. Actuellement, le débat est revenu sur le tapis au Soudan. Donc même si dans le cas du Bénin, il arrivait que la CPI décerne des mandats et que le gouvernement refuse de les exécuter, et dans l'avenir, ces mandats pourront l'être et ces personnes pourront répondre de leurs actes devant cette juridiction. Lorsque l'État et puis les différentes composantes de la société décident, extraordinaire, de se retrouver autour d'une table et de discuter, et donc rebeloter, comme on dit, remettre là le compteur à zéro, est-ce que ça ne relance pas autrement ce que vous décrivez là? Non, je vous ai dit que si le compteur doit être remis à zéro, oui, ça doit être de manière consensuelle. Rappelez-vous, elle a parlé tout à l'heure de la conférence nationale de 1990. Je pense qu'en 91, il y a le Haut Conseil de la République qui a fait adopter une loi d'amnistie au profit du président Mathieu Kérékou. Personne n'est revenu sur ça jusqu'aujourd'hui, parce qu'on trouvait cela nécessaire pour pouvoir tourner la page. Mais dans le cas actuel, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la loi d'amnistie qui a été votée, elle a été dans des situations qui ne sont pas bonnes, et cette loi d'amnistie n'est pas acceptée. Donc on peut faire les choses autrement. Ce n'est pas qu'on peut faire les choses autrement. C'est que dans l'avenir, oui, les auteurs qui aujourd'hui pensent qu'ils sont protégés par cette loi d'amnistie seront troublés par le changement à la tête de notre pays, étant donné que si un nouveau président est élu, si l'Assemblée nationale est renouvelée, ceux qui viendraient peuvent remettre en cause cette loi d'amnistie parce qu'elle ne fait pas consensus. Alors, Madame Miguel Ruto, le Bénin est-il en train de faire juste du surplace au sujet d'un sujet qui peut quand même être définitivement vidé? Tel un serpent qui se mord la queue, on peut dire oui. Oui, parce que il l'a dit, M. Kitty, tant qu'on n'arrivera pas à tourner la page de sorte à ce que les uns et les autres puissent être satisfaits, à tout moment, ces dispositions qui sont prises aujourd'hui peuvent être remises en cause. Et quand ça va être le cas, vous savez très bien que les hommes politiques, ils aiment bien se tacler, ils aiment bien se venger. Et malheureusement, encore une fois, ce sont les populations qui vont en pâtir.
Voyez? Et donc demain, quand la roue va tourner, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? C'est en prévision à cela que pour nous, il faut vider définitivement la question. Et on ne peut pas le faire si d'abord on ne reconnaît pas ce qui s'est passé. Pour nous, c'est tellement important. Il faut d'abord, on a dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Et encore que ces assises dont nous parlons, qui ont eu lieu, j'aurais aimé par exemple qu'à ces assises, on ait les parents des victimes. Parce que ces assises ont élaboré des tests qui ont touché à la vie, à l'existence même de ces personnes-là. Et donc, j'aurais aimé que, par souci de consensus, qu'on puisse consulter ces personnes, qu'on aille les voir, qu'on discute avec elles, qu'on voit comment est-ce qu'on peut les aider à subvenir aux besoins des enfants que ces personnes ont laissés. Quand nous prenons le cas de Dame Prudence, feu Dame Prudence Amousou, elle a laissé 7 enfants. À la date d'aujourd'hui, de façon officielle, aucune information ne nous dit que cette famille a été prise en charge. Et pourtant, si la loi d'amnistie a dit « Ok, on ne va pas poursuivre les auteurs de l'infraction ou de ce qui s'est passé, mais civilement, ces gens-là, ces enfants-là, que vont-ils devenir ?» On sait qu'il y a des fonds d'assistance aux personnes vulnérables dans notre pays. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas penser à mettre à contribution? Vous voyez, tout ça, ce sont j'ai envie de dire des astuces pour quand même essayer de se faire pardonner. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Essayer de se faire pardonner. Permettre aux familles de faire leur deuil. Tant que, vous voyez, chacun d'entre nous, quand vous êtes éploré et que le corps est encore à la morgue ou quelque part caché, tant que vous ne videz pas le sujet, on ne passe pas forcément à autre chose. On fait semblant d'avancer. Et donc, ce serait vraiment important qu'on vide définitivement la question. Passer à autre chose, chers invités, c'est plutôt l'appel de Amnesty International Bénin par rapport à ce sujet, un vibrant appel. Et pour ça, un élément témoin a été réalisé pour permettre à tout cela, épris de paix, d'apporter leur grain de sel afin que, pour ces sujets qui continuent de fâcher, l'on puisse les conjuguer effectivement au passé. Avec votre permission, chers invités, et la complicité de la régie, nous allons suivre cet élément qui porte les griffes d'Amnesty International Bénin. On va apprécier ensuite, nous reviendrons sur ce plateau. La régie. Oui, des cœurs qui saignent encore et encore, et le cas
Dame Prudence Amoussou, qui laisse plus de 100 voix, Nathanaël Kitty, la famille qui réclame encore justice. Oui, je pense avoir suivi son frère sur RFI qui contestait le certificat de décès qui a été délivré. Ça m'a surpris qu'à un niveau aussi élevé, les autorités en charge de la gestion de notre santé délivrent des actes qui ne tiennent pas compte de la vérité. Ça m'a beaucoup surpris. Cela démontre encore de la gravité des faits. Et je pense que le peuple doit soutenir cette famille qui n'a pas pu jusqu'à présent faire le deuil de sa fille qui a été tuée par les forces de sécurité publique. Mais au-delà de ça, cette famille doit garder espoir. Elle doit garder espoir pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des organisations de défense des droits humains qui continuent de se battre pour que lumière soit faite sur cette affaire. Ensuite, il y a les partis politiques de l'opposition réunis dans la résistance qui continuent de se battre contre la dictature rampante qui s'est installée dans notre pays depuis quelques mois. Et enfin, il y a la Cour pénale internationale qui a été saisie et qui n'a pas encore donné son verdict sur cette affaire. Donc l'affaire n'est pas classée. Les auteurs qui appartiennent aux forces de sécurité publique ou bien qui sont des donneurs d'ordre au niveau de l'administration qui pensent qu'ils sont couverts par cette loi d'amnistie se trompent pour deux raisons. D'abord, la Cour pénale internationale qui est là comme une épée de Damoclès qui plane sur leur tête. Et ensuite, l'actualité politique dans notre pays démontre que la situation politique ne serait normalisée que lorsque le gouvernement va reconnaître que ce qui s'est passé les 1er et 2 mai n'était pas bien et donc présenter des excuses, faire la lumière et puis reprendre les élections législatives afin que nous ayons un Parlement qui reflète ce qui est dans la Constitution, même révisé par l'Assemblée nationale. Madame Miguel Houto, Dame Prudence Amoussou, la famille attend toujours de faire le deuil, comme vous l'avez suivi tout à l'heure. Et pour le combat que vous menez, quelle pourrait être la contribution dans ce sens-là? Alors, je suis encore émue, énormément émue, parce que nous avons tous vu ces images-là, cette vidéo qui a circulé, et de voir un être humain comme vous dans une telle situation et succomber quelques heures plus tard, sans qu'à la date d'aujourd'hui, un an après, on ne puisse faire son deuil, c'est quand même quelque chose qui vous touche si vous avez encore de l'humanité en vous. Et donc, c'est triste. Et notre combat à nous, c'est de continuer à appeler nos gouvernants, à attirer leur attention sur cet état de choses. Parce que, je le disais, on ne peut pas tourner définitivement la page si on ne fait pas le deuil. Si on ne permet pas aux uns et aux autres de faire leur deuil personnel. Vous savez, au-delà de la famille, chacun d'entre nous, chaque Béninois, chaque Béninoise a envie de faire ce deuil-là. Parce qu'au-delà des pertes en vies humaines que nous avons eues,
c'est une page de notre histoire qui a été tournée. Et la manière dont cette page a été tournée, ça a renversé, ça a bouleversé la vie, le quotidien de plusieurs personnes. Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent, moi plus jamais je n'irai accomplir mon devoir civique. Donc je n'irai plus jamais voter. C'est vous dire que au-delà de cet aspect perte de vie, il y a que beaucoup d'autres conséquences ont jailli, ont éclaboussé la nation dans ce processus négatif que nous avons connu. Et donc, pour nous, c'est déjà que personne ne se taise. Nous sommes encore, et je pense jusqu'à nouvel ordre, dans un pays de droit. Et je crois que les autorités sont de bonne foi. Je leur concède ou je leur donne cette présomption de toujours nous maintenir dans la démocratie. Et qui dit démocratie dit pluralité d'expression, pluralité d'opinion, liberté d'expression, liberté d'opinion. Et donc, c'est dire que les jours à venir, les mois à venir, tant que la situation ne va pas trouver un heureux aboutissement, tant que la famille à Moussou ne va pas faire son deuil, tant que des mesures, et je le dis avec fermeté, des mesures au plan social n'auraient pas été prises pour soutenir les familles des victimes, de ces personnes-là qui nous ont quittés dans la foulée de ces événements des 1er et 2 mai, il y aura toujours des récriminations, il y aura toujours des grincements de dents. Nous n'allons pas nous taire. Nous savons que la loi est de notre côté et nous voulons espérer encore une fois que nos gouvernants travailleront à protéger nos droits, bien que parfois nos voix n'aillent pas toujours dans le même sens que ce qu'ils auraient voulu. Nous espérons qu'ils vont travailler malgré cela à protéger nos droits, pour nous laisser nous exprimer, dire ce que nous pensons. Et quant à cette affaire du Parlement qui n'est pas... qu'il faille renouveler, qu'il faille refaire les élections, malheureusement ou heureusement aujourd'hui, ces tests existent. Ils ont été élus sur la base de tests. Et donc, d'une certaine manière, légalement, ils peuvent dire qu'ils sont bien assis. Mais est-ce qu'ils ont la légitimité? L'égalité sans légitimité, ce n'est pas toujours agréable à vivre. Il ne nous reste que 2 minutes. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette petite question sur le 1er mai 2019. On se rappelle, ce fut un jour vraiment exceptionnel en dehors des élections. Il y a eu ce rassemblement des travailleurs pour demander un mieux-être qui s'est achevé dans la douleur aussi, à la bourse du travail. Le remettant et consort, qui avant, on sait lui, se retrouve dans une autre posture. Le mois de mai, c'est le mois par excellence aussi des travailleurs. Si vous devez avoir une petite pensée pour cela et pour ce jour-là. Non, vous savez, on se rend compte que la liberté... Vous concluez en même temps, parce que la liberté syndicale est mise en veilleuse dans notre pays. On n'avait plus l'effervescence d'avant 2016. Elle a disparu. Je pense que ça fait partie du travail qu'il faut faire pour redonner aux travailleurs la voie de revendiquer leurs droits. Merci Nathalie Akiti. On ne peut pas aller plus loin. Madame Miguel Rueto, ça va être pour conclure. 30 secondes. Oui, juste pour dire à nos compatriotes de croire encore en la justice. Elle existe, elle tarde parfois, mais elle finit par jaillir. Et pour finir, en me collant à la thématique de l'émission, la question, c'était de savoir si ces personnes qui ont perdu la vie au cours des événements des 1er et 2 mai sont des martyrs ou est-ce qu'elles sont des victimes de plus. Pour moi, elles sont non seulement des martyrs parce qu'elles sont tombées en travaillant ou en réclamant la restitution de notre démocratie, et elles sont d'une autre part des simples victimes parce qu'une loi d'amnistie est venue balayer du revers de la main. Merci à vous, Madame Rueto. On espère vous retrouver très bientôt sur notre plateau. C'est non sans faire de clin d'œil aux femmes en permanence, mais qui sont tout le temps hésitantes. Sachez-le, on sait aussi accompagner les bonnes dames. Merci à vous, Nathalie Kitty, pour la disponibilité. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là. Le temps est complètement parti. Mais Louis Bonald, cette citation qui lui est trop chère, la justice, dit-il, imprime la paix, mais la force provoque plutôt la résistance. Prenez soin de vous. Demain, un autre jour pour découvrir d'autres sujets.